Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pêle-mêle, le podcast de la filière matérielle. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la dissolution de l'Assemblée nationale et ses conséquences pour les travaux publics. Nous reviendrons aussi sur le salon Intermat et ses succès. Et enfin, nous conclurons avec les Volvo Days, une manifestation où Volvo a présenté de nombreuses nouveautés. Alors, attachez vos ceintures et démarrez les moteurs. C'est l'heure du chantier. Chantier de France présente Pêle-mêle, le podcast de la filière matériel de TP, animé par Jean-Noël Onfield et Mathieu Dejeu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec une stagiaire, Sephora, qui s'occupera du mixage. Salut Sephora. Bonjour. Alors Jean-Noël, la grande actualité du jour, de ces derniers jours même, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on t'a supprimé quelques événements après cette dissolution ? Bonjour Mathieu, bonjour Sephora. Effectivement, on ne s'attendait pas à cela. Forcément, ça a eu des conséquences sur notre agenda. Beaucoup d'événements ont été annulés, notamment les assises de la route. La route qui est un enjeu important pour la profession. On sait les besoins de financement de l'entretien routier. Forcément, une rencontre comme celle des assises de la route était très attendue par la profession. On savait que l'année serait globalement compliquée après de très belles années 2022 et 2023. On n'avait pas besoin de ce rebondissement qui forcément introduit énormément d'incertitudes chez les entreprises et donc chez les constructeurs. Il faut rester quand même serein. On voit que les grands chantiers continuent. Le TELT avance. Le canal Seine-Nord multiplie les projets. L'A69 se fait vaille que vaille. Donc, soyons quand même prudents et on verra, je pense, à la rentrée, les nouvelles orientations qui seront données par la nouvelle équipe gouvernementale. En attendant, on peut se féliciter de la mise en service de la 14 cette semaine. La 14, c'est une prouesse d'ingénierie et de réalisation technique, donc signée par les entreprises françaises. C'est 14 nouveaux kilomètres de métro automatique. Le chantier a été livré dans les délais et de la même manière qu'un petit peu plus tôt dans l'année, la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, avait remis en temps et en heure les 70 objets dont elle avait la responsabilité dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024. Et qu'est-ce que tu penses des propositions peut-être des différents mouvements politiques autour des... Le problème des infrastructures est très marginal pour eux. C'est jamais vraiment un sujet. On sait qu'il y a des enjeux importants, notamment dans le domaine de l'eau. On sait que maintenant, le changement climatique est avéré et qu'il va falloir apporter d'autres réponses que celles qui ont été données jusqu'à présent. Et pour l'instant, ça fait partie des sujets qui ont été complètement occultés pendant ces campagnes, tant au niveau des européennes que des législatives anticipées, puisque c'est vraiment pas la priorité des candidats. C'est dommage parce qu'on a quand même en France une filière d'excellence, tant avec les entreprises qu'avec l'écosystème, et que ça fait partie quand même des piliers d'un pays qui doit se projeter dans le futur, donc, et qui en offre encore énormément de perspectives pour la profession. Donc on n'avait pas forcément besoin, comme je le disais, de ce climat d'incertitude qui fait peser forcément des menaces. Et c'est bien dommage. On a vu qu'après Intermat, il y avait un petit filet d'affaires qui était revenu. Après un premier trimestre assez calme, là forcément, tout est gelé, tout est figé. C'est compliqué pour tout le monde. À propos d'Intermat, Mathieu, c'était ton premier Intermat cette année. Qu'en as-tu retenu ? Alors, c'est vrai qu'Intermat, j'avais quelques peurs, on va dire, en amont. Il faut savoir que les mois de préparation n'ont pas été faciles, je pense, pour l'équipe. Il y avait beaucoup de bruit de couloir, comme quoi un tel n'irait pas, un tel ne serait pas présent, et ça a beaucoup discuté. Le retrait de Mecalac aussi a fait pas mal parler au cours de l'année écoulée. Finalement, j'étais un peu surpris parce que la majorité des constructeurs a joué le jeu. Il y avait des présences assez... les principales marques étaient présentes, si on accepte peut-être dans l'élévation de personnes où là, il y avait des retraits à retrait plus forts.
Et puis avec des beaux stands, hein, quand même, des belles emprises. Si on parle, peut-être le plus marquant pour moi, ça a sans doute été Devlon, qui a fait un vrai effort d'innovation avec la présentation de matériel autonome dans une sorte de, comment on peut dire, un bac à sable. Oui, on peut appeler ça un bac à sable. Un beau bac à sable, un grand bac à sable. Voilà, donc alors après, c'est aussi, on peut dire que c'est des protos et que c'est des prototypes et que pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Mais ça montre une volonté de la part d'un constructeur qui était peut-être un peu après sa fusion avec Hyundai, qui était un peu regardé, attendu, de montrer qu'ils existent encore et qu'ils ont encore une voix au chapitre et qu'ils peuvent encore peser sur ce marché. Et puis l'autre, il y a un stand Komatsu aussi qui était gigantesque. Peut-être un peu. À l'intérieur, un plus petit bac à sable. Ouais, c'est ça, un plus petit bac à sable. Et un stand Liebherr qui était aussi assez impressionnant. Alors, et puis le recentrage du salon vers les questions de décarbonation qui a été très mis en avant par la communication. C'est plus ou moins ressenti sur les constructeurs. Je citais Komatsu, ça s'est pas trop vu. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors Komatsu n'avait pas d'avant-première, et c'est pas une surprise parce qu'on les avait déjà découvertes. Ce que tu dis sur Devlon, c'est intéressant parce qu'effectivement, depuis qu'ils ont rejoint le groupe Hyundai, qui était quand même leur principal concurrent, notamment sur leur marché domestique, il fallait bien se démarquer. Il fallait trouver une nouvelle identité, donc ils ont joué la carte techno, ce qui a toujours été un petit peu l'ADN du fabricant, mais là c'est vraiment affirmé et ça permet de se décaler un petit peu par rapport à ce que Hyundai propose, même si Hyundai n'est pas non plus maladroit dans le domaine. Sur les stands, effectivement, il y avait de beaux stands, donc les exposants ont joué le jeu. Ce qui m'a, moi, interpellé pour avoir quelques éditions d'Intermat à mon actif, c'est la nouvelle approche que certains ont prise, notamment en mettant beaucoup moins de matériel, mais en jouant plus la carte des solutions, des services et de toutes les prestations qu'ils peuvent proposer. C'est vrai qu'à un moment donné, voir une xème nouvelle pelle, fût-elle hybride, fût-elle électrique, ça peut... Je pense on peut atteindre les limites de l'exercice quand on projette plus des solutions packagées, du paiement à l'usage, des solutions de rétrofit, de reconditionnement. Forcément, ça peut intéresser davantage les exploitants. Mais effectivement, un bel intermède et au final un bilan positif, tant au niveau de la fréquentation que du contenu, avec beaucoup d'expertise partagée sur ces sujets-là. Ouais, tout à fait. Ce qui était marquant pour moi, ça a été surtout le stand Liebherr, parce que à Bauma en 2022, finalement, il y avait un matériel hydrogène, une pelle hydrogène, et finalement, il y avait peu d'autres alternatives au diesel. Et là, ils sont arrivés avec une chargeuse électrique, un télescope électrique et un moteur hydrogène. Alors ça reste minoritaire sur leur stand, mais de la part d'un groupe qui n'avait pas grand-chose il y a 1 an et demi en arrière, c'est quand même un virage assez impressionnant. D'ailleurs, on a enregistré pas mal. On a enregistré 6 interviews vidéo sur le salon qui sont à retrouver sur notre site internet et notre YouTube. Il y avait aussi donc une interview très intéressante du directeur monde, même de Yanmar, qui nous expliquait son approche de l'électrique, puisque Yanmar présentait ses premiers matériels électriques sur le salon. Et puis, je retiendrai aussi celle de Wacker Neuson, qui était très intéressante, où j'ai oublié tu peux me rappeler son... Alexander Krechner. Alexander Krechner nous disait toute l'ambition de ce constructeur pour l'électrique, et donc ça montre qu'il y a vraiment un mouvement. Après, comme tu le disais, on en a déjà discuté, est-ce qu'il y a une adéquation avec les demandes du marché? C'est pas encore le cas. Alors, les choix que tu as faits sont très judicieux, parce que Yanmar, effectivement, on parle de Yanmar CE, le compact, tout à fait. Est une des divisions du groupe Yanmar, et le groupe Yanmar ayant également une division motoriste. Donc on comprend bien que le sujet de la décarbonation pour un fabricant comme Yanmar, qui produit plus d'1 million de moteurs diesel par an, est un vrai sujet, et qu'il n'y va pas aussi rapidement peut-être que Wacker Neuson, qui n'est pas motoriste, mais qui choisit sur étagère ses solutions de moteurs thermiques, moteurs électriques. C'est plus simple.
Wacker Neuson a effectivement pris le virage très en amont, et c'est certainement en Europe, au niveau du matériel compact, le plus abouti à l'heure actuelle. Donc c'est intéressant d'avoir cette double stratégie, quand d'autres ont un petit peu plus de mal ou attendent que ça se décante encore un petit peu pour se positionner. Il y avait également, Mathieu, une belle représentativité des constructeurs chinois. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est vrai que les constructeurs chinois sont arrivés en force. Alors, on va peut-être prendre le plus impressionnant, puisqu'on parlait d'environnement. Le plus impressionnant, c'est, alors pas par la taille, mais par les matériels présentés, c'était Liu Gong, qui a fait un choix très clair de se positionner sur l'électrique. Il a présenté, je crois, exclusivement des matériels électriques, je crois. Le parti pris était de ne montrer que des matériels électriques. Ouais, voilà. Donc ça tranche quand même beaucoup. Chargeuse, pelle de gros tonnage et matériel d'élévation. Alors là, pour l'instant, c'est marginal pour eux. Ils ont fait plus... ils ont concentré leurs efforts sur les matériels de terrassement, avec déjà quelques belles réalisations. Mais le fait est que des matériels électriques, reconnaissant d'ailleurs à une couleur spécifique, qui est celle qu'ils réservent à leur solution électrique. Avec une stratégie assez agressive, avec je crois des prêts à taux zéro sur le temps du salon, sur les matériels électriques. On avait toujours cette vision des constructeurs chinois comme un peu en retard sur les grands constructeurs, les marques premium. Là, on voit un constructeur qui est en avance sur les autres, sur les constructeurs européens, ou fabricants européens ou américains. Et ça, je pense que ça marque une vraie, ou japonais, ça marque une vraie étape dans l'actualité, dans l'histoire de notre secteur. Donc ce premier point. Après, on voyait on voyait des constructeurs assez peu présents avec des stands conséquents. Sumward qui est pas encore très très présent dans le marché français, mais qui avait un très beau stand. Zoomlion, c'est quasiment inexistant sur le marché français, avec un stand gigantesque, enfin gigantesque proportionnellement je crois que c'était un des plus gros stands du salon. Et XGMG aurait dû être là, finalement ils se sont désistés au dernier moment. Et Sany qui avait mis les moyens avec un spectacle récurrent sur leur stand, une structure impressionnante. On voyait des très gros moyens. D'ailleurs, je crois que tu as fait un article il y a peu sur la restructuration de Sany France. Tu peux nous en dire quelques mots ? D'abord, j'ignorais ton intérêt pour le folklore chinois, parce qu'effectivement, c'était... Avec des violonistes. Tout à fait typique. Et le fait est, alors, c'est le plus... Et des BMX. le plus ancien sur le marché français. Donc forcément, c'est le plus en avance. Il structure son réseau, parce que ça, forcément, c'est la clé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques années encore, c'était compliqué de structurer un réseau. Là, c'est quasiment des distributeurs ou des professionnels qui ont des velléités de s'implanter dans la distribution qui viennent voir ces marques-là. Récemment, Sany a pris possession de ces nouveaux locaux pour la filiale. Donc, ils filialisent l'activité, ils structurent, ils staffent. Donc, ils sont là pour un moment et ils se donnent tous les moyens de la réussite en préparant un bel atelier, un beau centre de logistique et plein d'autres choses dans les tuyaux qui seront dévoilées au fur et à mesure de l'année déjà et puis l'année prochaine. Donc forcément, il va falloir compter avec eux, de la même manière que Liu Gong s'organise et que Sunward, effectivement, qui était pour l'instant le plus discret, commence maintenant à s'afficher et pas seulement sur les salons. Et ouais, on voit que petit à petit, les constructeurs chinois s'adaptent aux demandes des entreprises européennes qui exigent de la maintenance très réactive, des services de plus en plus importants. Donc là encore, je pense que ça marque un virage important. Et s'il y a un point à retenir de cet intermat, c'est vraiment ce virage de voir des constructeurs chinois s'adapter pour la première fois, parce qu'ils avaient adapté leur motorisation, ils avaient adapté l'hydraulique, mais aller peut-être même presque plus loin que des constructeurs européens dans leur démarche qualité et dans leur démarche environnementale.
même si, comme on dit, ça reste fabriqué en Chine et ça reste importé. Voilà. Ça reste fabriqué en Chine, ça reste importé. Tu as vu que la Commission européenne avait rendu un avis pour essayer de remettre un petit peu plus de transparence sur les conditions tarifaires dans lesquelles ces matériels arrivent en Europe. Alors pour l'instant, ça ne concerne pas les matériels de terrassement, ce sont les nacelles qui étaient dans le collimateur de l'Europe. Elle a rendu un avis, il y a des sanctions qui sont tombées, c'est à délibérer et chaque constructeur peut faire appel, notamment Sinoboom qui est le plus impacté et qui s'est vu mettre des tarifs douaniers assez conséquents, donc à suivre. Alors peut-être mon seul regret pour poursuivre, c'est que si on accepte Liu Gong qui était vraiment, qui avait décidé de faire ce salon, une démonstration de force, il n'y a pas eu de très très grosses annonces d'innovation, de nouveautés. On sent que Bauma est peut-être devenu a été un peu en avance sur Intermat sur ce sujet. Qu'en penses-tu ? Alors là, le calendrier n'est pas très favorable à Intermat, c'est vrai. D'autant que Bauma étant décalé, la précédente édition ayant été décalée, forcément, elle revient très vite puisque c'est l'année prochaine. Et que le choix des principaux constructeurs a été de réserver les nouveautés pour l'année prochaine à la Bauma, même s'il y avait de quoi prendre de ci, de là sur les stands à Intermat. Mais effectivement, le rendez-vous et le lancement des nouveautés mondiales, c'est encore Bauma. D'autant plus que le calendrier est favorable au salon allemand. Plus on se rapproche de 2030, plus on sait que les échéances se rapprochent, donc que les constructeurs commencent là à dévoiler leurs armes. Donc ça nous annonce déjà une Bauma l'année prochaine très intéressante. Alors il y a même des constructeurs qui ont décidé de ne plus faire le jeu des salons. Je crois que tu étais fin mai chez Volvo en Suède pour les Volvo Days. Qu'est-ce qu'a présenté à Intermat? Il y avait vraiment pas peu de matériel sur leur stand. Alors qu'est-ce qu'ils avaient réservé pour les Volvo Days? Tu as vu le concept chez JCB. Là, c'est des événements qui sont privatifs. Tu as ton client, ton réseau complètement captif. Et donc forcément, tu valorises ton offre et tu peux avoir comme ça accès à des spécialistes dans tous les compartiments du matériel. Ça fait ses preuves et donc c'est très efficace. Volvo a tout misé là-dessus et cette année, c'est le plus grand lancement historique de la marque. Ils n'ont jamais autant lancé de nouveautés. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais en attendant, c'est vrai que toutes les lignes de produits évoluent. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils continuent le développement des matériels, on va dire, conventionnels, avec des motorisations stage 5, dernier cri, de nouvelles hydrauliques. Ils continuent, envers et contre tous, le développement des gammes électriques. J'ai pu m'entretenir avec le président Melker Hyenberg et Karl Slott qui s'occupent de l'Europe. Effectivement, le marché n'est pas prêt, les ventes ne sont pas à la hauteur des ambitions de Volvo, mais c'est pas pour ça qu'ils abandonnent. Au contraire, ils continuent, ils élargissent l'offre, ils créent l'écosystème avec des petites puissances d'alimentation. Donc, ils mettent en place toutes les briques pour qu'à un moment donné, le marché se transforme et eux seront prêts puisqu'ils ont accumulé énormément d'expertise. Quand on regarde ce qu'ils ont présenté, donc il y avait de nouvelles pelles classiques sur des tonnages plutôt importants. On est sur de la 50 tonnes, de la 40 tonnes de mémoire. On est également sur le segment 20-25 tonnes qui est stratégique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les compacts, mais compacts au-delà de la pelle midi, ils ont présenté une nouvelle pelle avec une nouvelle technologie électrohydraulique. Très intéressante parce que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu abats énormément les émissions avec un moteur conventionnel, avec toute la puissance dont tu as besoin. Ils ont également travaillé sur l'interface homme-machine parce qu'on sait que là aussi les bons réglages avec les bons paramétrages, c'est clé. Donc Volvo continue dans cet axe-là et forcément de nouvelles aussi machines électriques dont 2 chargeuses sur pneus, L90 et L120. Donc là aussi, on monte
progressivement en gamme. Et je pense qu'à Bauma, si Volvo est là, c'est pas encore confirmé, ce sera forcément un des centres d'intérêt du salon. Au niveau des services, puisqu'on a vu des choses, Volvo avait été, d'ailleurs, le paiement à l'usage, on avait vu une offre de paiement à l'usage il y a un an, je crois, qui avait été notamment primée au Grand Prix matériel, tout à fait. Est-ce qu'au niveau des services, il y a des choses, est-ce qu'ils ont présenté des choses ? Alors, ils n'ont pas présenté de nouvelles choses. Le service est toujours plus affiné. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que là, on s'adresse aux grands comptes. On voit que le marché est en train de prendre deux orientations, une approche très servicielle, paiement à l'usage, externalisation quasiment de la fonction matérielle avec une prise en charge de la maintenance opérationnelle des matériels, et puis des exploitants qui ont des attentes moins avancées dans ce domaine-là et qui continuent à être propriétaires de leurs machines. Mais là, résolument, c'est un des axes de développement de Volvo. Il y a du savoir-faire, il y a également pas mal de recul maintenant, puisque Volvo est présent chez de nombreux grands comptes, en Europe comme dans le monde, et on voit que cette solution séduit de plus en plus. Un autre axe de développement, c'est l'autonomie. Alors, on en a discuté à Intermat, on a vu aussi que tout ce qui était radioguidage, ça commençait à devenir significatif. On voit que les enjeux de sécurité s'imposent. Dès qu'on peut éloigner l'opérateur du risque et du danger, on le fait. L'autonomie, forcément, c'est un stade avancé. Ça ne se prêtera pas à tous les chantiers. On sera d'abord dans des sites fermés, des carrières notamment. Et pour balayer large, Volvo propose, en tout cas est en train de développer une solution autonome, mais à partir de camions routiers. Donc on est dans une carrière, et là, au lieu de mettre des articulés ou des rigides autonomes, ce qui aurait un coût assez conséquent, pour des carrières européennes, des camions routiers autonomes, ça fait sens, et Volvo est en train d'accumuler des kilomètres en carrière dans ce domaine-là. Je crois aussi qu'il y avait un point sur les véhicules électriques. Pour conclure, Renault Trucks, Renault, n'importe quoi. Volvo est Volvo est propriétaire de Renault Trucks, mais là, en l'occurrence, c'était Volvo Trucks qui est précurseur en la matière. Société du groupe Volvo AB. On a l'habitude de dire que le poids lourd a une dizaine d'avance sur le TP dans les développements et dans la mise sur le marché de ces innovations. Volvo Trucks a été lui aussi un des pionniers dans l'électrification de ces gammes. Aujourd'hui, il célèbre 80 millions de kilomètres parcourus avec des camions Volvo électriques. Donc là, forcément, c'est de l'expérience, c'est de la donnée, et forcément, ça doit se traduire par demain des solutions encore plus efficaces proposées aux clients. Tout ça va être à suivre dans les prochains mois. Dans Chantier de France, on vous tiendra au courant de tous ces développements. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelques retours d'expérience sur les matériels électriques, nous avons enregistré une émission des réunions de Chantier de France qui sont disponibles sur YouTube, et vous pourrez retrouver l'opinion des loueurs sur ces matériels électriques. Opinion très intéressante à visionner. Je le confirme. On aura l'occasion également de réunir des directeurs matériels pour la dernière réunion Chantier de France de l'année en octobre. D'ici là, je pense que Mathieu, on va prendre quelques vacances. Tout à fait, on va se retrouver, on va prendre quelques vacances après cette longue année. Et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode de Pêle-mêle. Merci Sephora pour le mixage. Bonnes vacances d'ici là, bonnes vacances à tous. Vous venez d'écouter Pêle-mêle, le podcast de la rédaction de Chantier de France. Retrouvez toute l'info de la filière matérielle dans le magazine, le site et sur LinkedIn.